Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans Tailgate, le podcast 100% NFL des équipes de The Free Agent. On se retrouve aujourd'hui, on a mis notre plus beau costume de cérémonie pour les TFA Awards. Alors ceux de la NFL, hein, les Awards de la NFL auront lieu, je crois que c'est le 8 ou le 9 février, 9 février je crois, juste avant le Super Bowl qui opposera, on le rappelle, Kansas City à San Francisco. Et nous, on va remettre nos trophées de la saison pour cette saison 2023 qui a été passionnante, n'est-ce pas mon cher Yaya qui est avec nous ce soir? Salut à tous les agents libres, salut à toutes et toutes. Oui, saison ma foi passionnante, riche en rebondissements et autres péripéties. Voilà, et bon, moi j'ai plein de questions et plein de choses à raconter aujourd'hui, donc allez-y, let's go. Avec moi aussi, avec nous ce soir, et vous ce matin ou cet après-midi quand vous écouterez le podcast, on a celui dont le sourire ne disparaît plus du visage depuis ce week-end. C'est Seb. Salut mon Seb, comment ça va? Salut Flav, salut Yaya, bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bonsoir à toutes ceux. Eh bien, je tenais à vous faire savoir que ce soir, j'étais particulièrement honoré et ému même de participer à ma première remise des TFA Awards qui, on ne va pas se mentir, valent bien ceux de la NFL. Hein. Et oui, et c'est la 3e édition. Alors, Charles n'a toujours pas décidé de lancer la production de mini-statuettes qu'on pourrait remettre aux gens qui seraient honorés par ce trophée. Dommage, ça aurait été le seul trophée de Tim Boyle, probablement, mais c'est comme ça. Ce sera peut-être pour une autre fois. Pauvre Tim, on en reparlera sûrement un moment dans la soirée. Mon cher Arthur, il est avec nous aussi, fan des Bengals. On risque de pas beaucoup parler de son équipe ce soir. Salut mon Arthur, comment ça va? Salut Yaya, salut Flav, salut à toutes et à tous. Content de vous Seb, retrouver. tant pis. Bon, ouais, voilà. Non, et c'est bon. Moi, je suis vieux, je sens le gaz. Voilà. Il aime pas les gens qui sont au Super Bowl. Il sait pas ce que c'est. Le Arthur, il croit qu'il va me piquer sous le trophée du Rookie of the Year de The Free Agent. Non, rêve, gamin. Et je pense qu'il sera même pas 3e. Vince sera devant Arthur de toute façon. Il faut qu'on fasse les votes. Tiens, on va lancer un vote sur les réseaux sociaux pour le rookie de l'année de TF1. C'est une idée, ça. Allez, alors, moi, j'ai une question à poser à Arthur. Est-ce que Arthur, tu as lancé ta saison? J'espère. Il faut demander à Charles. Demande à Charles, il donnera la réponse. Il a lancé la saison 2026. S'il dit non, je ne sais pas comment le prendre. Oui, alors je te rappelle que je veux pas trahir les secrets de notre Discord interne, mais je rappelle qu'il a dit ce matin que bon, déjà il te supportait dans l'équipe, que c'était pas mal. Hein, donc bon, quand même jusqu'à tendre trop de bâtons pour se faire battre. Voilà. Chers amis, on va remercier, avant de commencer la remise des TFA Awards, vous tous qui êtes de plus en plus nombreux à nous écouter toutes les semaines et même 2 fois par semaine, et ça nous fait, on le dit une nouvelle fois, extrêmement plaisir. N'hésitez pas aussi à mettre des petites étoiles sur les plateformes d'écoute, parce que ça aussi, ça vous fait toujours plaisir. Alors vous choisissez le nombre, t'as vu, j'ai pas donné le nombre, j'ai juste dit mettez des étoiles. Vous choisissez le nombre que vous voulez. On a 6 personnes. Si vous pouvez en mettre 5, c'est mieux, mais bon, vous faites comme vous voulez. Et on va remercier, nominalement, tous ceux qui ont liké le tweet sur notre podcast de la dernière fois. Alors, on remercie JYC106, Nico, qui est de notre équipe, Hugo des Chiefs, Donovan, Dori Bétor, Dorothée Darson et Renato, voilà, pour ceux qui ont liké notre petit podcast de la dernière fois sur le débriefing, que vous pouvez retrouver, bien évidemment, sur toutes les plateformes d'écoute, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, bref, tout ce que vous voulez. Les amis, on commence tout de suite par le trophée, et non des moindres, celui de MVP, le meilleur joueur de la saison régulière. On rappelle que les trophées de NFL et ceux de TFA sont faits uniquement sur la saison régulière. Ça a toute son importance, sinon peut-être que ce ne seraient pas les mêmes. Les 5 nommés pour cette finale du MVP en NFL sont Josh Allen, Lamar Jackson, Christian McCaffrey, Dak Prescott et Brock Purdy. Mon cher Yaya, tu as le droit d'en donner un autre, toi. À qui irait le trophée de MVP pour toi? Pour moi, c'est un no-brainer, c'est Lamar Jackson. Tu prends pas de risque. Pour le premier, tu vas tranquillement.
Je tiens à prévenir les auditeurs, tu m'as chauffé depuis à peu près C'est 15 parce que jours, 3 semaines, pour que je fasse jouer ma mauvaise foi légendaire. Mais non, là, je la pas garde sur le MVP. Non, c'est compliqué de mettre quelqu'un d'autre. Pour moi, ça pouvait se jouer qu'entre deux joueurs d'équipe. Ça pouvait être ou un joueur des Ravens ou un joueur des Niners. Le souci des Niners, c'est que c'est beaucoup plus diffus, puisque il y a beaucoup plus de joueurs qui peuvent récolter les votes. Et force est de constater que Lamar Jackson a été un joueur qui a surdominé sa conférence. Donc, pour moi, c'est un non-brainer. Et donc, ce sera Lamar Jackson, le corbeau. Quelques statistiques de Lamar Jackson sur cette saison régulière. 13 victoires, 3 défaites, 67,2% de passes complétées, 3678 yards à la passe, 24 touchdowns, 7 interceptions. C'est quand même pas mal, hein. On va pas, voilà. Et puis vous rajoutez en plus les touchdowns à la course, etc., etc. Là, c'est que les touchdowns à la passe. Bon, ça fait une très belle saison. Seb, Lamar Jackson pour toi aussi? Depuis le milieu de la saison, je dis que pour moi, le MVP, ce sera Lamar Jackson. Je ne vais pas changer de cheval au moment où on atteint la dernière ligne droite de la course. Donc oui, pour moi également, c'est Lamar Jackson. Je pense quand on a parlé des awards à la mi-saison, on était à un moment où personne ne se détachait vraiment. Force est de constater que sur la deuxième moitié de saison, Jackson a vraiment montré qu'il était dominant de la tête et des épaules dans sa catégorie. Je vais me permettre d'ajouter quelques chiffres à ceux que tu as cités, Flav. Lamar Jackson, il a mené une attaque de Baltimore qui était 4e en scoring et 6e en total offense avec 370,4 yards gagnés par match. Il a lancé pour 300 yards ou plus 3 fois au cours de la saison. Il a couru pour 50 yards ou plus 7 fois au cours de la saison, ce qui lui fait 54 matchs à 50 yards ou plus au sol. Et il égale le record de Michael Vick. Il avait été également nommé Offensive Player of the Week de l'AFC en semaines 7 et 17. Je suis d'accord avec Yaya, c'est un no-brainer. C'est lui, et sans aucune surprise, c'est son nom qui sera appelé lors de la remise des awards. Alors oui, il est très favori pour être effectivement appelé. Alors, on pourrait discuter parce qu'après, entre la saison régulière et les playoffs, peut-être que si on changeait la règle et que c'était un MVP sur la saison entière, peut-être que ça aurait changé. Mais en tout cas, Lamar Jackson est extrêmement favori pour le titre de MVP de saison régulière. Mais je sens qu'Arthur va nous sortir un autre nom. Alors, vraiment non. pas. Ah bah non. Raté. Bon bah voilà, c'est tout pour Lamar Jackson. Si tu veux, c'est sur demande, mais non. Tu me dis. Alors oui, j'ai pas précisé à nos auditeurs. La règle a été donnée pour tous. Elle est très simple. C'est vous vous mettez dans la peau de quelqu'un qui doit voter pour les trophées qui sont donnés, et vous donnez le nom et quelques arguments de pourquoi vous votez pour cette personne. Voilà. Donc ça peut être des gens qui ont été appelés dans les 5 finalistes, ça peut être d'autres gens, mais c'est si nous, on avait voté pour les awards, voici qui on aurait mis en avant. Donc, Arthur, Lamar Jackson aussi pour toi. Tu votais pour Lamar aussi. Très bien. On vote pour Lamar, alors. Bon, le MVP n'aura pas fait grand débat. Donc, on va passer au joueur offensif de l'année, du coup, qui va peut-être amener plus de débats. De son côté. Alors, en joueur offensif de l'année, nous avons qui cette saison? Nous avons Tyreek Hill pour les Dolphins, nous avons Lamar Jackson pour les Ravens, nous avons CeeDee Lamb pour les Cowboys, Christian McCaffrey pour les 49ers et Dak Prescott pour les Cowboys. On va commencer par Arthur cette fois. Arthur, qui est-ce que tu choisis? Christian McCaffrey. Je pense qu'on sait de quoi il est capable, de ce qu'il nous a montré cette saison. Il a dominé la NFL à la course, en touchdown également, même s'il a été doublé par Raheem Mostert, mais ça, c'est pas grave. On a vu. T'en fiches de Raheem Mostert, toi. Il n'est pas dans la liste. Rien à faire de lui, de toute façon. Tu sais, c'est Raheem Mostert, bon, c'est pas grave. Pourquoi dénaturer la performance de Raheem Mostert? No offense aux Dolphins, même si là c'est Offensive Player of the Year, mais bon, bref, c'est pas grave. Du coup, Christian McCaffrey. L'ex-humour spécialiste, peut-être. Non.
Pour le bien du podcast, laisse peut-être l'humour aux gens qui maîtrisent. C'est juste ça. Vas-y, j'arrête de te couper. Vas-y, mon grand. T'inquiète pas. J'aurais plus droit à l'humour alors, du coup Si, toi, Bah, tu c'est maîtrises. ça. Toi, tu maîtrises. Ah bon, ça va. Ah bon? Faut qu'on discute, Flav. Bon, vous allez Euh, laisser parler ce bon Arthur ou pas? CMC, C'est le roi. il a fait beaucoup de bien à l'attaque des 49ers. Il a tout dominé au sol. Il a eu une aisance. On a même presque l'impression que c'est facile d'être running back au sein de cette équipe. Honnêtement, je vois pas qui d'autre que CMC pour être MVP cette saison. Offensive Player of the Year cette saison. Seb, même fiche. Alors, absolument sans aucun partisanisme, hein, vous me connaissez, je Non, suis bon, ce sera la pas- neutralité et l'objectivité même. Bien sûr, pour moi, c'est Christian McCaffrey. Qui d'autre? On parle du lead rusher de la ligue, on parle de 21 touchdowns marqués, on parle d'un joueur qui en plus ajoute 564 yards et 7 touchdowns à la réception, 2023 total yards et donc 21 touchdowns marqués, ce qui le place premier ex-aequo pour les touchdowns et premier de la ligue en total yards. 7 matchs à 100 yards ou plus. C'est le premier joueur depuis Emmitt Smith en 95 à être leader de la ligue au sol chaque semaine. Parce que ça aussi, c'est un point important. Même lorsque San Francisco a connu cette espèce d'étrange passage à vide avant leur bye week pendant 3 semaines, eh ben, CMC, il a continué à performer. Il a également marqué un touchdown lors de chacun des 8 premiers matchs de la saison. C'était la première fois depuis Todd Gurley en 2018 et il a à son actif 48 big plays, 44 courses de plus de 10 yards ou plus et 4 réceptions de 20 yards ou plus. N'en jetez plus, la coupe est pleine, donnez le ward à cet homme. Je ne vois même pas qui peut le concurrencer. Il manque une dernière stat, il a mangé des frites 21 fois dans la saison, et ça c'est quand même assez intéressant comme statistique. C'est comme Adam Schefter hier qui nous a sorti une breaking news sur la nourriture d'Andy Reid, c'est très intéressant. Mon cher Yaya, CMC pour toi aussi? Ou tu m'en trouves un autre? Bien sûr. Non, CMC. Hein. Bien entendu, ouais, il y a pas là-dessus, il y a pas photo. C'est pas là-dessus qu'on va perdre du temps. On peut enchaîner. D'accord, très bien. Personne met Tyreek Hill. Il a quand même fait une bonne saison, Tyreek Hill. Pour battre CMC, il fallait qu'il fasse quelque chose d'exceptionnel, c'est-à-dire les 2 milliards. Il s'est blessé en fin de saison et que le fait que les Dolphins se soient un petit peu écroulés et n'aient pas gagné leur division joue en sa défaveur, et c'est notamment dû à sa baisse de performance. Alors là, oui, vas-y. Et un peu comme d'habitude, j'ai envie de dire que les Dolphins, ils nagent bien en début de saison, mais en fin de saison, ils ont un peu de mal avec le froid. Voilà. On passe au joueur défensif de l'année. Et là, il y aura peut-être plus de discussions sur le joueur défensif de l'année. Alors, les finalistes de la NFL sont Darren Bland pour les Cowboys, Max Crosby pour les Raiders, Myles Garrett pour les Browns, Micah Parsons pour les Cowboys et TJ Watt pour les Steelers. Seb, je te sers de quoi? Alors, ça a été compliqué parce que tous ces joueurs, ils ont quand même de sacrés arguments à faire valoir. Il a fallu que je fasse un choix. Mon choix, c'est Myles Garrett. 14 sacs, son record en carrière. 4 fumbles forcés, 42 plaquages en 33 solos, 17 pour des pertes de terrain, 30 quarterback hits, un joueur complet sur son poste. C'est lors des 6 dernières saisons, il a réalisé au moins 10 sacs et c'est le seul joueur actif actuellement dans la NFL à avoir réalisé cet exploit. Il a été Defensive Player of the Week lors de la 7e journée, une victoire 39-38 contre Indianapolis, au cours de laquelle il fait une performance de mammouth avec 9 plaquages, 2 sacs, une passe déviée, un field goal bloqué. J'ai déjà dit qu'il fallait envoyer cet homme au Hall of Fame alors qu'il était encore actif. Je reste sur ma position, c'est mon MVP défensif. Alors là, moi, je ne serai pas d'accord, mais peut-être que Yaya ne sera pas d'accord non plus. Vas-y, mon Yaya, tu choisis qui?
Eh bien, force est de constater, c'est que je suis aligné avec Seb ce soir, enfin jusque-là. Pour moi, c'est Myles Garrett. Il a réussi. Pour moi, la réussite des Browns, c'est uniquement dû à cet homme. Même si il a maintenu l'équipe des Browns à lui tout seul avec ses petits bras tout musclés. Des gros bras quand il a même. Hein. Il y a quand même de la place. Hein. Oui, bah oui, c'était une façon de parler, mon jeune ami. J'avais bien compris. Oui. En fait, plus qu'au-delà des statistiques, les Browns ont été une équipe ultra défensive cette année. Et voilà. Alors après, je mets une mention honorable, hein, même si on n'a pas le droit. Mais moi, j'aurais fait un joueur défensif de l'année avec TJ Watt qui, une fois de plus, a plus de sacs que de matchs joués. Voilà, c'est un joueur que j'aime beaucoup aussi. Mais s'il faut en choisir qu'un, c'est Myles Garrett parce qu'ils ont un meilleur record et que les Browns sont l'archétype de l'équipe défensive et que c'est la figure de proue. Arthur? Alors justement, je suis pas sur Myles Garrett, mais je suis sur TJ Watt. Alors on est deux. Moi aussi, je suis sur TJ Watt. Ah, et en fait, je suis la synthèse. Oui, alors là, tu m'as Vas-y, fait une Arthur. passe décisive, je suis content. Donc, comme tu l'as dit, TJ Watt, c'est 19 sacs, donc plus de sacs que de matchs joués. 4 fumbles forcés, une interception et 48 solo tackle. Je pense que c'est à l'image de Myles Garrett, il a porté cette équipe des Steelers, du moins pour le début de saison, parce qu'on s'est toujours demandé comment ils en sont arrivés là. Et je pense qu'on se le demande encore. Mais je mettrais TJ Watt, même si j'ai longuement hésité avec Myles Garrett, pour être honnête. Bah, moi, je suis désolé, mais on a quand même un TJ Watt qui a 19 sacs contre 14 pour Myles Garrett. On est bien d'accord jusque-là. On prend les plaquages. 68 pour 68 pardon pour TJ Watt, 42 pour Myles Garrett. On est d'accord aussi. Et TJ Watt a plus de plaquages solo que Myles Garrett de plaquage total. Ouais, c'est quand même un truc de dingue. 4 fumbles forcés, 3 fumbles recouverts, 1 fumble recouvert pour touchdown, 8 passes défendues, une interception. Enfin, et vous ne le mettez pas joueur défensif de l'année, les gars? Enfin, moi, il y a un truc. Parce que l'argument de dire que Myles Garrett porte les Browns, ça je veux bien. Mais qu'on m'explique qui porte les Steelers, hein, si c'est pas TJ Watt. Hein. On a expliqué tout au long de la saison que les Steelers sont une anomalie statistique. Oui, mais la seule anomalie, le seul gars qui n'est pas une anomalie dans cette équipe, c'est TJ Watt, en fait. Non. Ah oui. On reparlera des Steelers tout à l'heure, je pense un peu plus tard. Mais pour. Enfin, tu as choisi Matt Canada comme assistant de l'année. Exactement. Comme le disait quelqu'un de très très intelligent, très stone, et son acolyte Matt Parker, Blame Canada. Je vous laisse les amoureux de South Park savoir de quoi je parle. Mais plaisanterie mise à part, pour moi, Myles Garrett amène les Browns beaucoup plus haut. Alors sur le record, je suis OK, mais tu prends par exemple, il a été Defensive Player of the Year en 2021, TJ Watt. C'était 21 plaquages pour perte, là il en fait 19. C'était 64 plaquages, là il en fait 68. Alors certes, il avait 22 sacs et demi à l'époque, là c'est 19. Mais en plus, il a un fumble retourné pour touchdown cette année. Enfin, il y a 2 ans, il est Defensive Player of the Year avec ces stats-là. Il a quasiment, grosso modo, les mêmes à 2 sacs près. Et là, on le met deuxième. Moi, je veux bien. Mais sur la fin de saison, tu prends la fin de saison. Tu vois, à la mi-saison, Myles Garrett, Defensive Player, je veux bien. Fin de saison, sur les derniers matchs, hein, contre les Rams, Myles Garrett, c'est 0 plaquage. Contre les Jaguars, c'est 1 plaquage. Contre Chicago, 3. Contre Houston, 3. Contre les Jets, 1 sac et 3 plaquages. Contre Houston, 0 sac, 3 plaquages. Sur les 6 derniers matchs, il dépasse jamais les 3 plaquages. Jamais. Là où TJ Watt, il en fait 6, 7, 8. 8, voilà. Alors j'en ai 8 pour le dernier match, j'en ai 2, j'en ai 3. Tu rajoutes 5 sacs rien que sur les 4 derniers matchs. Tiens. Donc moi, je suis désolé, hein, mais pour moi, ça va à TJ Watt. Voilà. Après, chacun ses arguments et voilà. Oui, tout ça parce que tu es le sosie de non, tout ça parce que j'adore Romain de Steelers France, mais ça.
Non, mais enfin voilà. Après, c'est les deux. Encore une fois, c'est ce que tu disais, Yaya. C'est que limite, il y a certains trophées, faudrait des co-vainqueurs. Miles Oui, Garrett, mais alors, Miles Garrett mérite. Il y a pas de souci là-dessus. avec la rivalité entre les deux équipes, tu les mets en co, ils sont capables de se battre Pour avoir le trophée. Oui, voilà. Alors moi je propose un match dans un octogone. Et voilà, et celui qui sort avec le steak. Alors, non, mais en parlant de Defensive Player of the Year, moi je vais donner une mention honorable à quelqu'un dont on parle très peu, et pourtant Dieu sait s'il est important. C'est Trey Hendrickson des Bengals de Cincinnati. C'est pas pour faire plaisir à Arthur, mais c'est quand même un mec qui est complètement sous les radars. On n'en parle quasiment jamais. Il finit quand même deuxième meilleur en nombre de sacs de la saison. Et c'est quelqu'un, j'ai l'impression, qui est. Il est même pas dans les finalistes, hein, d'ailleurs. Hein. Il est même pas là. Hein. Alors, on pourrait dire pareil de Daniel Hunter pour les Vikings, hein, qui est un excellent joueur défensif aussi, qui est pas là non plus. Hein. Moi, je veux bien, mais voilà. Trey Hendrickson, pour moi, méritait au moins sa place dans les 5 finalistes. Au moins sa place. Là. Mais bon. Voilà, c'est la NFL qui a choisi. Non, il n'y a personne qui est d'accord avec moi. Si, moi du coup. Non, mais je m'en fiche que vous ne soyez pas d'accord. C'est mon émission, je fais ce que je veux. C'est peut-être aussi un symptôme de la mise en avant de certains joueurs par rapport à d'autres à performance équivalente. On a beaucoup plus vu de titres, de vidéos, et même sur les réseaux sociaux sur Miles Garrett ou TJ Watt que sur Trey Hendrickson ou Daniel Hunter. Oui, non, alors que quelqu'un qui n'a pas vraiment le nez sur la NFL. Hendrickson et Daniel Hunter. Personnellement, je ne mets pas forcément Trey Hendrickson au-dessus de Miles Garrett ou de TJ Watt. Je dis juste que parmi les 5 finalistes, son nom aurait pu être cité, pour moi. Absolument, je suis d'accord. Il aurait pu faire partie au moins des finalistes cités. Le rookie offensif de l'année. Oui, mon cher Yaya, tu veux dire quelque chose? Non, je voulais juste noter qu'on n'a pas mis de joueurs du backfield et que c'était à noter alors que les autres années, il y avait toujours des joueurs du backfield qui est... alors qu'on a Darren Bland. Alors qu'on a Darren Bland cette année. Oui, d'accord. Et on les a pas mis où, tu disais? On n'a pas cité de joueurs du backfield, nous? Ah oui, nous, d'accord. Très bien. Je croyais la NFL, j'allais dire, si, il y a Darren Bland, mais d'accord. Nous, oui, non, on n'a pas cité de joueurs du backfield. On n'avait pas envie, c'est tout, on fait ce qu'on veut. Le rookie offensif de l'année qui va se jouer entre Jahmyr Gibbs des Lions de Détroit, Sam Laporta des Lions de Détroit, Puka Nacua des Rams de Los Angeles. Qu'est-ce que tu dis non? Ah, tu dis non pour les noms que je donne. Bijan Robinson, qui joue dans une équipe de Géorgie, et CJ Stroud des Houston Texans. Alors, mon cher Yaya, tu fais des grands gestes quand j'évoque le nom de CJ Stroud. Que t'arrive-t-il? Ranges-tu un avion? Et non, mais en tout cas, c'est le joueur qui a marqué la saison. Au point que les médias US disaient qu'il fallait qu'il soit dans la course pour le MVP. Non, il a fait une excellente première saison qui demande qu'à être confirmée, mais pour moi, c'est CJ Stroud qui est le rookie offensif de l'année. CJ Stroud pour toi aussi, Arthur? Évidemment, CJ Stroud, c'est une saison incroyable pour un rookie, c'est le but de la catégorie, mais je pense même au-delà qu'il aurait pu être parmi les 5 favoris du MVP. Non. La saison est quand même pas mal. Après, il a manqué de matchs. Il y a sa blessure quand même qui fait que sur la fin de saison. Après, honnêtement, je pense qu'il n'aurait pas démérité sa place dans les 5 finalistes. Après, de là à s'il gagne le MVP, non, mais techniquement, il coche les cases parce qu'il a gagné la division. À la mi-saison, c'était pas le cas. Et là, les stats, elles parlent d'elles-mêmes, elles sont quand même plutôt pas mal. Il y a peut-être les touchdowns où il en a un petit peu moins, mais bon. Et il y a surtout le poids qu'il a dans cette équipe, parce qu'on a vu que quand il n'était pas là, c'était pas un manque, hein. C'était pire que ça. C'était abyssal, le manque. Alors, je voulais juste dire un truc, c'est que Arthur, tu vois, tu as le défaut de la jeunesse. Tu veux trop vite, aller trop vite. Tu vois, tu veux essayer de nous remplacer nous aussi. Tout le temps. Mais en soi, si on regarde la saison, les statistiques et tout, qu'il soit rookie ou qu'il soit en 10e année, je pense que le top 5 du MVP pourrait être envisageable. Alors, on va demander à la parole de la sagesse, Seb.
Alors, je pense, alors évidemment, c'est l'offensive rookie of the year. Je pense très sincèrement que s'il n'était pas rookie avec des chiffres pareils, il serait dans la discussion pour le MVP. Parce que, comme Arthur l'a rappelé, ces statistiques, elles filent le vertige. 4108 yards de lancés, c'est le 3e plus grand total pour un rookie, 23 touchdowns, 5 interceptions, 100.8 de rating, 273,9 yards lancés par match, c'est la meilleure moyenne de la ligue. Et encore plus fort, son ratio TD-interception, il est de 4.6. Dans les 50 dernières années de la NFL, il est le 3e joueur à mener la ligue statistiquement en nombre de yards lancés par match et en ratio touchdown et interception. Et vous savez qui étaient les 2 autres? Non. Non, mais tu veux nous le dire. Tom Brady et Joe Montana. Ah bah Rien. forcément. Ça le met dans cette catégorie-là. Et je suis désolé, mais c'est quand même difficile de faire mieux. Alors, juste une chose, parmi les deux que tu as cités, il y a le GOAT qui est joué du côté des Niners. on est tout à fait d'accord. Je vois même pas pourquoi il y a un point de discussion là-dessus. Il y a le GOAT et un autre qui a joué chez les Patriots. Et un autre qui a joué chez Ouais. les Patriots. Non, mais je précisais pour les personnes qui aiment les bêtes qui rugissent. Alors, avant qu'on se prenne une rafale sur les réseaux sociaux, c'est de l'humour. Hein. Voilà, c'est pas. On n'a pas dit que Tom Brady était nul, que je sais pas quoi, parce qu'après on va encore. Ah non, mais Joe Cool. Ah non, mais un jour on fera le débat sur le vrai GOAT, mais Joe Cool. Non, pas ça, pitié. Ça me donne une idée pour l'intersaison. Ah non, je suis malade. Donc voilà, ça, plus sérieusement, ça le place dans cette catégorie-là. Et vraiment, je répète ce que j'ai dit. S'il n'était pas rookie, il serait dans la discussion pour le MVP. Il a battu des records dès sa première année. Pareil, 470 yards lancés sur un match. C'était contre Tampa Bay en week 9. C'est le record du nombre de yards lancés sur un match par un rookie. Pour moi, c'est indiscutable. Malgré la saison de mammouth de Puka Nacua, il arrivait une année plus tôt, une année plus tard. C'était lui. Mais là, cette saison, je ne vois pas à qui d'autre on peut le donner. C'est vrai que j'ai entendu cette phrase, je crois que c'était chez nos copains d'ESPN, qu'on salue, qui disait il va manquer un trophée pour Puka Nacua. C'est pas complètement faux si jamais il est, ce qui est fort probable, 2e du rookie offensif de l'année. Vu la saison qu'il fait, tu vois, il va vraiment. C'est quand même triste qu'il n'ait pas un trophée. On devrait faire un trophée de consolation. Tu vois, le joueur méritant qui n'a pas eu son trophée. Le meilleur receveur de Los Angeles. Oui, c'est vrai qu'avec l'esprit de compétition qui règne en NFL, c'est vrai qu'un trophée du meilleur participant, ça colle totalement à l'image du tu connais mon truc. Moi, j'aime bien donner des trophées à tout le monde. Moi, tu vois, j'aime pas les gens Martin, tristes. Tout le monde a gagné. Martin, voilà, l'école de fans. Moi, j'aime pas les gens tristes. C'est Odeline Fillon. Moi, j'aime pas, tu vois, le pauvre Puka, il va être tout triste. Tu vois, non, mais c'est vrai que c'est quelque part. C'est Pouki. Mais oui, voilà. Quelque part, c'est injuste pour lui, je peux l'entendre, mais cette année, voilà, le niveau est tel que même ce qu'il a fait, c'est pas suffisant. Ce qui est fou hein, quand on y pense. Ouais. Et voilà. Et puis les deux des Lions aussi, Gibbs et Laporta, qui font eux aussi une belle saison, mais là clairement je pense que ce sera vraiment pas suffisant pour les deux. Le défensif rookie de l'année, on a le choix entre Will Anderson des Texans, Jalen Carter des Eagles, Joey Porter Jr. des Steelers, Kobe Turner des Rams et Devon Witherspoon de Seattle. Qu'est-ce que je te sers, Arthur? Alors j'aimerais bien un petit Jalen Carter s'il te plaît. Ah bah tiens, je te l'amènerai pas sur un plateau parce que le plateau va casser, mais. Oui, forcément, mais je sais que je vais pas faire l'unanimité, pardon. J'hésite avec Will Anderson Jr., mais je trouve que Jalen Carter globalement c'est plutôt bon pour une saison rookie en tant que défenseur. 6 sacs de fumble forcés. J'ai pas forcément grand chose d'autre à ajouter, mais voilà. D'accord. Jalen Carter pour toi. Seb? Eh bien, écoutez, on était à Houston, on va rester à Houston. Pour moi, c'est Will Anderson. Leur 3e choix de la draft. 45 plaquages, dont 10 pour perte de terrain. 67 pressions, 7 sacs. Alors, 4e par
Ça fait beaucoup de bière. 7 sacks, 4e parmi les rookies, mais c'est le record de la franchise pour un rookie. Une passe déviée, un field goal bloqué. Il avait donné le ton dès son premier match avec petit navire. Avec 6 plaquages, donc 4 solos, un sac, un plaquage pour perte de terrain et 2 hits. Et il fait son plus gros match de l'année contre, désolé Vince, contre Denver, une victoire 22-17, avec 5 plaquages, dont 3 solos, 2 sacs, 4 hits, 2 plaquages pour perte de terrain, une passe déviée. Il a été titularisé 13 fois sur 15 matchs joués. Dès sa première année, il prend un volume de jeu très important pour Houston et il fera partie de ces pierres sur lesquelles les Texans vont bâtir leur avenir. Ils ont des fondations solides déjà. Yaya. Et ben, je suis encore une fois de plus aligné avec Seb. Pour moi, c'est Will Anderson qui symbolise la montée en puissance de la défense de Houston. On en a parlé quand CJ Stroud était absent, ça a été compliqué, mais la défense a monté d'un cran et son arrivée sa montée en puissance, parce qu'on se posait des questions en début de saison sur son apport et petit à petit, il a mis sa grosse papate sur l'équipe. Et on a vu pourquoi il était le premier joueur défensif sélectionné dans la draft de l'an passé. J'en profite pour faire un petit coucou très amical à nos amis du Trick Play. Ah oui, tout à fait. Je croyais que tu allais saluer, parce qu'on n'a pas salué tous les fans de CJ Stroud qui nous écoutent, et on a beaucoup de fans de CJ Stroud qui nous écoutent et qui nous laissent souvent des messages. Donc on les salue eux aussi. Le compte aussi français des Houston Texans, qui avait été très sympathique et qui avait répondu à nos questions dans le parole de fans qu'on avait fait il y a quelques semaines. Donc voilà, on profite pour saluer tout le monde, comme ça au moins, c'est fait. Bon, donc Will Anderson 2. Eh ben, on va donner à Will Anderson, du coup. Allez, hop, mettez-moi un trophée pour Will, s'il vous plaît. Le Comeback Player of the Year. Alors, vous savez, les amis, qu'il y a presque à chaque fois, ça n'existe pas pour les rookies, une marque qui sponsorise chaque trophée. Est-ce que vous savez qui sponsorise le Comeback Player of the Year? J'ai peur, mais tu vas nous le dire. La Corona. Alors, attention, parce que c'est précis. C'est le Comeback Player of the Year présenté par Procter & Gamble non mais attendez, rigolez pas, par Procter & Gamble et les produits officiels des vestiaires de la NFL, Gillette, Head & Shoulders, Old Spice et Tide. T'imagines au moment où le mec au micro va annoncer le Comeback Player of the Year présenté par Procter & Gamble et les produits officiels des vestiaires de la NFL. Tu vois, c'est quand même c'est particulier. Alors pour vous donner un indice, l'Offensive Player of the Year par exemple, c'est Microsoft Surface, c'est déjà un peu plus bon. Donc celui qui va être élu et qui va avoir son trophée en Head & Shoulders, le Comeback Player of the Year, on a le choix entre Joe Flacco, Damar Hamlin, Baker Mayfield, Matthew Stafford et Tua Tagovailoa, sachant que le trophée était déjà quasiment donné avant même le début de la saison. Mais bon, ça c'est un autre débat. Mon cher Seb, tu prends qui? Écoutez, moi ça me paraît évident, on peut pas faire mieux. Damar Hamlin, parce qu'il revient d'entre les morts, et comme comeback, je vois vraiment pas Joe Flacco, toi, même Baker Mayfield. Il était pas loin pendant un moment aussi. Oui, on s'est quand même franchement inquiété un moment. Mais là, je suis désolé. Comment est-ce que vous voulez faire mieux, entre guillemets, que ça? On va redonner un peu de contexte éventuellement pour les personnes qui arriveraient sur ce podcast. Le joueur, il a fait un arrêt cardiaque le 2 janvier 2023 de l'année dernière. Il y a eu les secours, les premiers secours se sont activés sur lui pendant 20 minutes pour faire repartir son cœur. Il a passé une semaine d'hospitalisation à Cincinnati avant de pouvoir être transféré à nouveau à Buffalo, puisque cet accident a eu lieu à Cincinnati. Il a été atteint d'un cas très rare, ce qu'on appelle une commotio cordis, c'est-à-dire que c'est un coup violent à la poitrine qui s'est produit à un moment exact du rythme cardiaque qui a provoqué son arrêt. C'est rarissime pour que ça arrive, et 7 mois plus tard, il était de retour au practice. Alors, on glosera que, ok, sa ligne de stade de la saison, c'est 2 plaquages. Ok, il a joué que 5 matchs, mais désolé, je crois qu'on ne peut pas faire mieux que ça, que de battre la mort, et que ça mérite quand même bien un petit trophée offert par Procter & Gamble.
Voilà. Un trophée qui sera tout propre Voilà, en plus du coup. Donc, le trophée Eden Schulter, ça lui fera plaisir. Et non, mais c'est clairement déjà le revoir proche de la NFL paraissait déjà le revoir en vie pendant un moment nous semblait pas difficile à croire, mais on priait tous pour que ça arrive. Le revoir dans une équipe NFL, ça nous semblait difficile à croire. Le revoir sur un terrain NFL semblait quasiment tenir du miracle il y a un an de ça. Et il était donné par les bookmakers favori à 1,01 au début de la saison. Damar Hamlin. Donc, en gros, il suffisait qu'il mette le pied sur un terrain à un moment dans un match pour que le comeback player of the year, quasiment de manière certaine, lui soit donné. Alors, il y a eu une petite musique sur les dernières semaines de saison régulière qui visait à dire, finalement, est-ce qu'on ne le donnerait pas à Joe Flacco, qui est lui aussi, alors lui est pas revenu d'entre les morts, il est revenu de son canapé, ce qui est pas mal non plus, ce qui est moins loin, mais ce qui est pas mal. Et tu vas, avec les performances qu'il a fait avec les Browns, bon, il y a eu discussion, il n'y a personne qui veut le donner à Joe Flacco? Elite Flacco, pardon? Absolument pas. Non, personne. Ok, très bien. Joe Flacco, à ce sujet, qui a déclaré Damar Hamlin le mérite. Même Joe Flacco le donne à Damar Hamlin. Donc autant vous dire même que c'est Joe réglé. Flacco le donne à Damar Hamlin. Donc, Yaya, Damar pour toi aussi? C'est lui qui va le gagner, donc ça c'est sûr. Mais moi, il y a une personne que je voulais nommer parce que. Est-ce que Damar il joue de la flûte? Non, c'est pas le joueur de flûte de Hamlin. Non, ça est joli. C'est bon. Non, moi je pense qu'il avait jamais froid surtout, mais bon. Oui. Ouais. Bon, les deux sont faits. Voilà. Bref, on salue Damar Hamlin s'il nous écoute et on l'embrasse. Alors, moi parmi les joueurs que tu as cités, alors effectivement il y a Joe Flacco qui est une bonne chose. Il y a un joueur qui n'a pas été cité, c'est OBJ, qui lui n'a pas joué du tout de la saison passée et est revenu, donc voilà. Il est revenu, il a coupé des citrons, puis il est reparti, quoi. Oui, mais comeback, le comeback, c'est... Il est revenu, oui. Comeback, baby, please come back, quoi. Oui. Après, et excuse-moi, mais quel est l'intérêt de faire un comeback player of the year si le mec, il est même pas, il a joué la saison d'avant? Enfin, non, mais ça, je comprends. Non, mais je vais mettre Baker Mayfield. Oh, j'ai joué avec les Panthers. Voilà. C'est un peu revenir d'entre les morts aussi. T'as joué avec les Panthers ces 2 dernières saisons, c'est quand même. Salut nos amis les chatons de la Caroline. Ah non, de Wroclaw. Oui, ça c'est une autre équipe. Mais non, mais clairement, t'as raison. C'est vrai qu'il n'avait pas joué. C'était pas d'ailleurs qui est-ce qui était comeback player of the year l'an dernier? C'était pas Jado Smith, mais c'était un vol caractérisé. Effectivement. Arthur, Damar Hamlin pour toi aussi? Ouais, monsieur Make-A-Wish Punt en Divisional Round, le Hall of Famer de l'ambulance de Buffalo. Van à part, c'est quand même impressionnant. Oui, évite les vannes sur Damar Hamlin, on va avoir des problèmes. Alors, Van, quand tu dis Van, tu parles de l'ambulance? Aussi. Non, mais oui, mais du coup, je pense que de toute façon, c'est lui qui va le gagner. Les autres, je vois, ils n'ont pas d'argument assez fort, à part peut-être Joe Flacco d'avoir joué chez les Jets, mais non, revenir entre les morts, il faut quand même le faire. Oui, je pense que. Oui. Il aura son petit trophée. Oui, puis il le mérite bien. Le coach de l'année nous est présenté par Verizon. Voilà. Toutes les marques qui sont là. Nous avons le choix entre John Harbaugh pour les Ravens de Baltimore, entre Demeco Ryans pour les Houston Texans, entre Kyle Shanahan, que notre ami Seb connaît bien chez les Niners, entre Dan Campbell des Detroit Lions et entre Kevin Stefanski des Cleveland Browns. Alors, vous avez le droit d'en donner un autre. Vous pouvez donner Denis Allen. Ok, on arrête la blague. Arthur, tu donnes qui? Texans, Demeco Ryans, impressionnant. C'est juste impressionnant. En contexte, la saison dernière, c'était 3 victoires, je crois, si je me souviens bien, en saison régulière. C'est ça. Cette saison, c'est Divisional Round. Bon, difficile de faire mieux. Donc, la manière dont il a réussi à reconstruire l'équipe avec CJ Stroud, avec Will Anderson Jr. et les autres, la saison de ouf, ils ont quand même réussi à gagner la division face aux Jacksonville Jaguars, ce qui n'était pas du tout gagné en début de saison.
les Jaguars avaient pris une longueur d'avance qui devait être irrattrapable, mais ils l'ont rattrapé. Donc je pense que DeMeco Ryans, c'est celui qui mérite le plus selon moi. En plus, pour un premier job de head coach, Seb, d'accord, sur la même ligne avec DeMeco Ryans? En plus, toi, tu as une affection. Moi, je chante. Il y a une affection, et puis je chante les louanges de DeMeco Ryans depuis tous les jours. Début de la saison, et même avant, lors de nos previews. Oui, bien sûr, tous les jours, je me mets à ma fenêtre et je chante le nom de DeMeco Ryans, voilà. Mais voilà, depuis le début, même avant la saison, lors de nos previews, je chante ses louanges. J'attendais, du moins, beaucoup de sa part. Le moins qu'on puisse dire, c'est que je n'ai pas été déçu. C'est même allé bien au-delà de nos espérances. Ce qui me permet au passage, sur ma remise à bord, de faire une triplette Houston avec Stroud, Anderson et lui. Son parcours, c'est un ancien joueur de DeMeco Ryans. Il avait été drafté par Houston en 2006. Il avait été Defensive Rookie of the Year. Cette année-là, il a participé à 2 Pro Bowls, et pour lui, c'est une façon aussi de boucler la boucle, de revenir coacher à Houston. Il a commencé sa carrière dans le coaching à San Francisco, donc en gravissant les échelons, commençant Defensive Quality Control, puis Inside Linebacker Coach, puis Defensive Coordinator. Il est devenu head coach de Houston. Cette saison, c'était le 3e head coach pour les Texans en 3 saisons. Et finalement, ils finissent 17 avec le titre de division et une victoire en playoff. C'est leur meilleur résultat depuis 2019. Je pense qu'il a insufflé un vrai changement de culture pour les Texans. Il faut rappeler que Houston, lors des 3 saisons précédentes, c'était 11 victoires cumulées. Il a construit une équipe qui se retrouve dans le top 10 en passing yard et en défense contre la course, et juste à la porte du top 10 en scoring defense, puisqu'ils étaient 11e. C'est une équipe pour qui l'avenir s'annonce radieux, et je ne peux que l'espérer pour eux. Yaya, toi aussi, DeMeco Ryans? Sur les nommés, oui. Ah bah alors, vas-y, sors-nous un nom qui n'est pas nommé. Tiens, juste avant que tu sortes ton nom, est-ce que vous connaissez, il y a un petit quiz, est-ce que vous connaissez le 2e prénom de DeMeco Ryans? Non. C'est Eric DeMeco. Yaya, à toi. Enchaîne là-dessus. Vas-y, enchaîne là-dessus. Alors, je dirais juste une chose. N1, le podcast NBA. Voilà. Ah oui, tiens, retrouvez nos amis du podcast NBA aussi sur les plateformes d'écoute. T'as raison de faire un peu de pub pour l'NBA. Ouais. Si vous aimez la baballe orange, n'hésitez pas. Exactement. Non, pour moi, ce sera DeMeco Ryans parce que c'est la belle histoire et que c'est l'équipe qui n'avait pas forcément le meilleur matos au départ et qui l'a fait le plus progresser. Non, pour moi, il y a un coach qui n'a jamais eu le coach de l'année et qui fait des miracles depuis plus d'une décennie, voire presque bientôt 2. Je crois que je vois de qui tu veux parler. Avec ses lunettes de soleil tout le temps, et ouais, c'est Mike Tomlin. Et alors, on parle beaucoup en ce moment de la... Seb Dodlin. Seb va réagir. Seb Dodlin, je vois Dodliner. Quand il Dodlin, ça va pas. Je suis. Alors, je vais me permettre de ne pas être d'accord. Mais vas-y. Mais on va laisser Yaya finir son argumentaire et puis tu. Non, mais pour moi, Mike Tomlin, ce qu'il fait avec rien, on en a parlé toute la saison. C'est des anomalies statistiques. Les gars, ils ont perdu à peu près en termes de yards, à peu près 5 matchs ils ont 5 matchs de retard. Hein. Et ils sont en saison positive encore. Ils vont en play-off. Alors, ils se font massacrer en play-off parce qu'ils n'ont pas d'effectif. Et ils vont en play-off et leur QB titulaire, c'est Mason Rudolph, quoi. Mais attends, c'est pas comparable avec ce qu'a fait Ryans. Le coach de l'année, c'est censé récompenser le coach dont l'équipe a surperformé par rapport aux attentes. Alors, je veux bien croire que Pittsburgh soit plus haut que là où on les attendait, parce que moi, je suis pas ma culpe, hein, je les voyais au fond du baril. Ça nous permet de rappeler que la semaine prochaine, nous reviendrons sur toutes nos prédictions dans le podcast. Ah oui, on n'a pas fini d'avoir honte, j'ai autant de te le dire. Moi le premier. Mais voilà, moi le premier, je les attendais à voir gratter le fond du baril. Il se trouve que ça a mieux performé que ça. Mais mince, Houston, regarde d'où on part. Pittsburgh, il partait d'une fiche neutre la saison dernière, d'un 8-8. Mince, Houston, on part d'un 3-13-1
et ça finit champion de div. À quel moment Tomlin il est dans la discussion sur ce coup-là? Et sur les années précédentes, je suis désolé, mais Pittsburgh, c'est toujours une équipe qui a été attendue à un bon, voire un haut niveau. Donc, j'entends le nom de Kyle Shanahan parmi les nominés. Non, ça a beau être mon club. Non, je suis pas d'accord. Les Niners, ils sont à leur place. Ils sont là où on les attendait en début de saison. C'est-à-dire au moins finale de conférence ou Super Bowl. On récompense pas ça avec le coach of the year. Ouais, alors moi, je vais juste te dire une chose. Dans la division, voilà la division aussi. AFC Sud contre AFC North. Coupe-gorge contre, je sais pas moi, mais enfin, c'est tout sauf coupe-gorge. Sachant que la FC Sud croisait avec la NFC Sud. Oui. En plus. Pour en rajouter un peu, tu vois. Non, mais tu vois, c'est pour ça. Mais en fait, là, je suis d'accord avec toi par rapport à cette année, mais on ne peut pas faire un podcast en parlant de coach sans mentionner Mike Tomlin et le travail fabuleux qu'il fait depuis des années. En fait, mais ça tombe bien, le podcast n'est pas sur les coachs, il est sur les awards. Celui sur les coachs, il était le 3 octobre, mais bon, c'est pas grave. Tu vois, on te réveillera pour l'an prochain. C'est pas un problème. Non, mais là... je suis le premier à reconnaître que Tomlin, c'est un... Pardon, je ne vois pas pourquoi je dis c'était. C'est un très grand coach. Il n'y a pas une saison négative à son actif, je suis d'accord. Mais le mettre dans la discussion de coach of the year sur cette saison, non. Après, peut-être que Yaya voulait faire comme moi avec Trey Hendrickson et qu'il soit au moins dans les 5 finalistes. Il aurait pu faire partie des 5 finalistes. Exactement. Tu vois, par exemple, à la place de Shanahan, et j'ai rien contre les Niners, mais à la place de Shanahan qui les amène là où ils s'étaient attendus, on aurait pu imaginer voir, ou Darbo, on aurait pu imaginer voir Tomlin à la place. Ça, je peux l'entendre. Et juste une petite chose, Stefanski, ce qu'il a fait également avec les Browns, mérite. Stefanski est aujourd'hui l'énorme favori pour être coach de l'année chez les bookmakers. Il est coté à 1,14, Stefanski, pour être le coach de l'année. Donc les probabilités sont très élevées que ce soit lui coach de l'année. Pour moi, ce serait une surprise, mais pas un vol. Pour autant. Voilà. Parce que j'ai beaucoup hésité avec Stefanski également, mais avant Stefanski, en fait, il y a eu une bascule à la week 16, je crois, dans les cotes des bookmakers. Avant Stefanski, c'était Dan Campbell qui était favori des Lions, et avec leur défaite, je crois que c'était face aux Cowboys, vous m'arrêtez si je dis une bêtise, des Lions, bah du coup, Stefanski est repassé devant avec la fin de saison avec Joe Flacco, etc., etc. Et maintenant, il est considéré comme assez net favori pour le titre de coach de l'année. Arthur, tu voulais ajouter un truc? Non. Non. D'accord. Alors, j'ai juste une question en plus parce que on aurait pu en discuter aussi. Alors, encore une fois, pas la place comme numéro 1, mais dans les finalistes, on n'a pas mis Shane Steichen, qui a fait quand même une bonne saison avec les Colts. On les attendait pas là, les Colts. Oui. Franchement, ça s'est peut-être joué à un match, parce que si jamais il battait les Texans et qu'il devenait donc champion de division, à ce moment-là, bah, moi je pense qu'il aurait pu faire partie de la discussion aussi, parce que mine de rien, c'est aussi sa première expérience de coach. Il arrive dans une franchise, excusez-moi, mais quand vous voyez le bazar que c'était à l'intersaison, les Colts, bonjour quand même, bonjour tristesse, et là où il les emmène quand même, Shane Steichen, donc c'est pas vilain pour une première saison. Et il a fait ça avec un quarterback remplaçant. En plus, avec un QB remplaçant. Il a peut-être souffert justement de ce bazar d'intersaison qui a jeté un petit peu de discrédit sur l'image du club, à mon humble avis. Mais c'est vrai, et en plus, ils ont fait leur parcours quelque part, les Colts, en toute discrétion. C'est vrai que c'est une équipe dont on s'est mis à parler que sur la dernière semaine, quand on a mis le nez sur le classement. On s'est dit, ah bah tiens, ils sont là. Mais ils sont là, mais ils pourraient gagner la division, dis donc. Alors que dans nos prédictions, ils étaient dans le first pick. Bien donc. Ouais, exactement. Une fois de plus, TFA visionnaire, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Le TFA Curse. On vous arrêtera pas là-dessus. Mais voilà, Mahomes, il n'arrivera pas à le choper, le TFA Curse, tu vois. Il peut détruire toutes les malédictions qu'il y a. Si un jour on commence à lui jeter l'œil à ce pauvre Patrick, eh ben il va se retrouver dans sa salle de bain à faire des pubs pour State Farm. Hein, moi, je le dis. Ouais. Yeah. Oh non. Et oui, fallait. Oui, ça, on l'a lancé en même temps. Il nous reste un trophée à donner, les amis.
le meilleur moment de l'année. Alors là, je crois pas que j'ai de finaliste. Hein. Non, parce que c'est un vrai trophée qui existe. Hein. Le meilleur moment de la saison 2023. Alors ça peut être un moment joyeux, un moment triste. On va tous le dire en chœur. 3, 2, 1, Tim Boyle. Allons-y. Vas-y Seb. Alors, le meilleur moment de l'année, je dois dire que j'ai hésité entre deux moments. Aaron Rodgers. Non, pas une blessure. Non. Deux moments qui m'ont donné énormément de plaisir pour des raisons totalement différentes. Le premier, c'est Tylan Wallace de Baltimore qui relance un punt de 76 yards et le walk-off touchdown contre les Rams, parce que ça, c'était quand même quelque chose, et conclure un match là-dessus. Surtout que c'était un sacré match en plus entre les Rams et les Rams. Surtout pour les Rams, surtout que les Rams qui perdent, ça te plaît toujours. Ouais. Les ennemis de division. Non, comme il pleuvait pas mal, ils avaient sorti les Rams ce jour-là. Oh là là. J'attendais que quelqu'un la fasse. Et le deuxième qui m'a procuré également beaucoup de plaisir pour des raisons absolument différentes. Et je pense que vous savez de quel moment je parle. Je parle de cette passe absolument unique en son genre qui a eu lieu ce soir de Black Friday lors de cette rencontre entre les Dolphins de Miami et les Jets de New York. Recalons-nous à 5 secondes de la mi-temps. Recalons-nous à 5 secondes de la mi-temps. Les Dolphins mènent 10-0. Les Jets ont réussi 2 stops défensifs consécutifs, ce qui est un exploit. Et ils ne sont menés que de 10 points à l'entrée, en fin de première mi-temps. Ils ne peuvent pas espérer mieux. Ils n'ont qu'à mettre le genou au sol pour laisser s'écouler les quelques secondes du chronomètre et rentrer tranquillement au vestiaire pour faire leurs ajustements. Mais donc, le quarterback du soir, Tim Boyle, se sent pousser l'âme d'un héros et envoie une très longue passe qui va malheureusement finir dans les bras d'un défenseur adverse. Et le dit défenseur va finir dans l'embut et marquer 6 points. Et donc, il y aura des 7-0 à la mi-temps. Et les Jets ne se remettront jamais de cette magnifique balle dans le pied. Dans le jargon, on appelle ça faire une plaque Seco-Beres. Il y a quand même un chic du côté des Jets pour nous offrir des Black Friday ou des Thanksgiving dont on se souviendra longtemps, tu vois. Écoute, Flav, on était en live. Oui. Et c'est ça qui rend le truc encore. On est resté muet. On est resté muet comme des carpes, la bouche béante. Et je me rappellerai toujours. J'avais un filet de bave là à la commission des lèvres parce que je comprenais pas ce qui venait de se passer. Je me rappellerai toujours parce qu'on avait à ce moment-là, je crois que c'était Idriss Jean-Alphonse qui était avec nous des Mousquetaires de Paris et qui regardait les et qui même lui est resté l'air de dire mais qu'est-ce qu'il vient de faire, mais qu'est-ce qu'il a fait, mais qu'est-ce qu'ils ont fait, d'où ça sortait pourquoi c'est le what the fuck moment de l'année. Si vous n'avez jamais vu cette passe, alors ça m'étonnerait, mais si vous ne l'avez jamais vu, allez sur YouTube, sur Twitter, vous tapez Fail Mary et vous allez très vite tomber dessus. C'est vraiment un moment délicieux. Alors, le football à son plus grand niveau. On rappelle que les Jets nous avaient servi le butt fumble à Thanksgiving il y a quelques années. Et là, c'est au Black Friday. Premier match de Black Friday. Voilà. Bon, c'est Tim Boyle. Il en fallait bien. Hein. Là, il fallait bien quelque chose qui se passe. Je suis pas sûr que ça aurait fait mieux avec Zach Wilson dans la même situation. Et alors, je vais te dire un truc, parce que j'étais en train de vérifier, j'étais pas sûr, mais tu sais, Seb, qu'il y a un truc pire dans cette affaire. C'est que tu as dit qu'il y avait 10-0. Il n'y avait pas 10-0, il y avait 10-6. 10-6, exact. Il y avait 10-6 parce qu'il venait d'intercepter les Dolphins et de le remonter pour touchdown, et juste derrière, 5 ou 6 jeux plus tard, il réintercepte Tua Tagovailoa. Donc il y avait 10-0, il y a interception des Jets, pick 6. Derrière, il y a une nouvelle interception, et c'est là que Tim Boyle se sent pousser des ailes. Oui, je me souvenais des 2 stops consécutifs, je me souvenais plus qu'il y avait eu le touchdown. Parce qu'il pouvait partir à la mi-temps avec seulement 4 points de retard. Voilà. Mais non. Et il y avait un match, alors un match moche, hein, on est d'accord, mais il y avait un match, voire même il y avait une lueur d'espoir pour les Jets qui avaient stoppé ce qui était à ce moment-là quand même le rouleau compresseur offensif, pas seulement de l'AFC, mais de la Ligue avec les Dolphins. Alors, quelqu'un a-t-il un autre moment délicieux à nous faire partager? J'avais celui-là, et après... Ah oui, celui-là, il va battre tout le monde. Hein, alors,
moi, j'ai aussi le superbe field goal des Patriots pour égaliser face aux Giants avec un super 6-3 et il allait y avoir 6-6. On se disait il va y avoir une prolongation, on va se pendre, mais non. Non, il n'y a pas eu. Note quand même que justement ils ont évité plusieurs minutes de souffrance supplémentaires aux fans des deux équipes. Et Dieu sait si Et c'en ça, était c'est une. très altruiste de leur part. Oui, et alors cette année, il y a quand même eu beaucoup de coups de pied manqués. Voilà, donc. Ça, c'est vrai. Oui. Arthur, En parlant de coups de pied manqués, il y en a un qui ne l'a pas manqué, c'est Der Ogunbowale. Mon moment de la saison, le running back des Texans qui met le field goal, un field goal qui est décisif pour la victoire des Texans. Toi, tu as cherché parce que je t'ai écouté dans le live dimanche. Oui, il y avait un. Et tu as fait la recherche. Oui. C'était contre qui? C'était contre les Buccaneers, non? Ouais, exactement. Ouais. C'était contre les Buccaneers. Et en plus, une grosse victoire, c'est l'un des matchs de cette saison à 39-37. Exactement. 39-37. Avec une fin de match, un dernier quart-temps où ça a changé de leader sans arrêt entre Baker Mayfield, CJ Stroud. C'était vraiment un des très très gros matchs de la saison. Et personne n'a voulu faire une dédicace à notre rookie de cette année, à Vince, le 70 points encaissés par les Broncos contre les Dolphins. Non. Oui. Alors, j'ai failli choisir comme parmi une action, il y a cette shovel pass lors de ce match, cette shovel pass à l'aveugle de Tua Tagovailoa sur Devon Achane, je crois, sur laquelle il marque. C'est un touchdown qui n'est pas très très long, d'une dizaine de yards, mais c'est une shovel pass à l'aveugle qui est magnifique. Moi, je me rappelle aussi d'une, et ça m'étonne que Arthur nous en ait pas parlé. C'était T. Higgins qui nous avait fait une réception de fou aussi, qui avait marqué son touchdown avec une réception complètement dingue aussi. Je sais même plus contre qui c'était. C'était un samedi en fin de saison. C'était pas contre les Vikings, ouais, c'est ça. C'était contre les Vikings. Il y aurait aussi la réception à une main d'Edge Brown contre Washington. Voilà. Et puis il y a le fameux touchdown des Saints de la Nouvelle-Orléans contre Atlanta alors que le match est terminé. Juste pour enfoncer le clou contre les Falcons. Touchdown qu'on risque de payer sur les 5 prochaines saisons, mais bon, c'est pas grave. Ça nous a fait plaisir et puis ça a envoyé Arthur Smith au chômage pendant quelques semaines. Bon, ça fait plaisir. Et juste une chose, ça aurait été quand même drôle qu'il se retrouve coordinateur offensif chez les Saints derrière. Hein. Ça aurait été quand même marrant. Oui, et juste comme ça, on a vu toute l'autorité de ton coach sur ces joueurs. Non, j'en ai aucune. Hein. Mais par contre, Jameis Winston est devenu un héros du côté de la Louisiane. Hein. Ça l'était déjà. Alors là, mais ces déclarations étaient pas mal. C'est où je marque des touchdowns ou je fais des interceptions. Ouais. C'est ça, non, mais tu vois, au moins. Et puis moi, je trouve ça bien que Jamal Williams il ait pu marquer son touchdown. Voilà. Bon, c'est de manière fortuite, c'est tombé contre les Falcons. On n'a pas fait exprès. Bon, c'est arrivé comme ça. C'était le dernier match de la saison. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? On peut pas. Voilà, c'est tout. Bon, les gars, maintenant, on freeze le game, on se met en victory formation et on met le genou au sol. Ouais, c'est ça. Ouais, vas-y, cours, Jamal. Et vas-y, va marquer. Tiens. On s'en fiche, c'est que les Falcons s'en fassent. Voilà, c'était un peu l'idée. Bon, voilà, c'est comme ça. Mais je pense qu'on peut, d'un commun accord, remettre le trophée à Tim Boyle. Hein, quand même. Ce sera d'ailleurs probablement son seul trophée de l'année. Donc, bon. Sa carrière même. Sa carrière même. Oh, il aurait peut-être gagné un concours de pétanque au lycée, on n'en sait rien. Mais c'est voilà. En NFL, en tout cas, les chances sont faibles qu'il ait un jour un trophée de MVP, c'est à peu près certain. Et, ça, c'est et tu connais la TFA Curse, on dit des choses. C'est vrai que l'an prochain, tu vas voir Tim Boyle, il va se retrouver starter, je sais pas où. Il va nous faire une saison de dingue et il va gagner un award l'an prochain. Et là, tu vois. Baker Mayfield signe à Atlanta et il perd définitivement toute crédibilité. Et tu sais, après avoir fait les Panthers, il peut continuer son tour de la NFC South. Et tu qu'il n'aille pas trop loin non plus. On sait jamais, ça peut être dangereux. Bon, les amis. Par rapport à Derek Carr, excuse-moi. Oui, quand même, s'il te plaît, un peu de respect pour le numéro 4. On a terminé sur ces awards. Avant de rendre l'antenne et de mettre le podcast en boîte. Et oui, Cognac G.
Je rappelle 2 choses. La première, c'est que vous pouvez retrouver les copains du podcast NBA aussi. N'hésitez pas d'aller écouter N1. Il y a Yaya, il y a Chris, il y a qui? Il y a Axel avec toi? Axel, oui, tout à fait, qui était venu nous parler des Ravens. Les Ravens. Et Au également fait, on a retrouvé Cédric. Romain au passage. J'ai oublié de donner des nouvelles oui, de il est Romain. vivant. Romain est revenu. Hein. Rassurez-vous, il est vivant. Ouais, c'est bon. Après 3 jours de recherche, on l'a retrouvé. Donc ça va. Tout va bien. On peut rassurer sa famille. Oui, vas-y, mon Yaya. D'accord. Non, parce qu'on avait passé un appel à témoins lundi, on n'avait plus de nouvelles depuis 24 heures, donc on commence à s'inquiéter pour le pauvre Romain. Oui, donc tu disais, avec Axel, vous Oui, faites donc avec Axel, on est tous les vendredis matins, vous retrouvez votre podcast. Et les mardis matins, en même temps que Tailgate, c'est le podcast du lundi avec Chris et Cédric. Alors cette semaine, c'était Axel, puisque Cédric est outre-Atlantique du côté de Boston. Tout à fait. Et du côté de la NFL, du côté de Tailgate, on va retrouver la semaine prochaine la grande preview du Super Bowl qui sera diffusée donc mardi, où on recevra Hugo des Chiefs, on recevra aussi le compte belge des San Francisco 49ers pour nous parler de ce Super Bowl à venir. Et dans la journée de jeudi, le deuxième podcast de la semaine sera avec notre ami Mathieu Van Baal qui viendra faire la review de toutes nos prédictions foireuses de la saison. Et Dieu sait si on risque de bien rigoler. Voilà, c'est tout. N'oubliez pas aussi, si vous aimez le football américain, que la D1 Elite commence ce week-end, ce samedi et ce dimanche. Il y aura la première journée de D1 et c'est accessible pour tout le monde gratuitement sur la chaîne YouTube de la Fédération française de football américain. Voilà pour le programme complet de ce qui vous attend dans les prochains jours et dans les prochaines semaines. Merci mon Yaya, merci Seb, merci Arthur. Vous pouvez enlever vos costumes de cérémonie. Non, reste habillé Arthur, reste habillé. Oui, non, ça va, ils n'ont pas la vidéo, c'est qu'en podcast. Rassurez-vous, vous verrez rien, tout va bien. Merci les gars, et on se retrouve très très vite sur les antennes de TFA. Prenez soin de vous, salut. Ciao. Ciao, bye. Ciao, ciao.